Bon, on souhaite à tous bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui, l'accessibilité web, donné par Mme Lise Haché et M. Serge Babineau du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Un gros merci, bien entendu, à Lise et Serge pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. On vous rappelle, ça se termine à 13h30 heure de l'Est, mais si le momentum le permet, les gens sont disponibles et Lise et Serge également, on peut continuer sans problème. Suite à la formation, vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, abusez du référent. On se fera un plaisir de faire suivre l'information à Lise et Serge. La même chose de votre côté. Si vous voulez faire suivre l'information supplémentaire aux participants, absolument aucun problème. On remercie l'équipe de l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du pont audio, la formation continue de l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect, nos bailleurs de fonds pour nos ateliers table d'échange 2018-2019, Patrimoine canadien et le secrétariat aux relations canadiennes du Québec. Suite à la formation, on vous invite également, si vous avez d'autres questions, commentaires, à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Comme c'est inscrit présentement dans le clavardage, le détail technique le plus important pour la réunion, tout le monde, sauf Lise et Serge, même si vous croyez l'avoir fait, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour la sourdine du système audio, important, pour éviter l'écho ou les problèmes de son durant l'atelier. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Lise et Serge. Merci Alain. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier. Merci d'être là. Merci Refad de nous permettre de vous présenter cette information assez importante ici qui va probablement occuper une bonne partie de votre temps dans les mois et les années à venir. Ça va être une activité omniprésente. Pour un petit peu présenter l'atelier avant de débuter, on va regarder que malgré les progrès des 2 dernières décennies, les personnes avec limitation sont encore confrontées à d'importants obstacles. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire pour aider ces personnes-là à surmonter ces obstacles. Les étudiants avec un handicap constituent la plus grande et la plus défavorisée des minorités dans le monde de l'éducation. Puis vous allez voir qu'en appliquant les règles d'accessibilité web, on aide non seulement les étudiants avec un handicap, mais aussi la population étudiante en général. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin dans l'atelier. Les documents téléchargeables et les ressources d'apprentissage ne sont pas toujours accessibles à tous les étudiants. L'adaptation de ces ressources-là pour rencontrer les règles d'accessibilité, ça ne demande pas énormément de travail, mais c'est plutôt une prise de conscience puis de développer l'habitude de le faire. Puis ça, encore là, plus loin dans l'atelier, on va vous montrer une partie des démarches à suivre. Puis finalement, justement, durant l'atelier, on va vous démontrer comment offrir aux personnes à besoins spéciaux un meilleur accès aux informations des sites web, puis les documents téléchargeables dans vos cours comme dans les sites que vous partagez à travers votre atelier, vos institutions ou établissements. Avant d'aller plus loin, on va se présenter. Mon nom, c'est Lise Haché. De 2002 à 2007, j'ai occupé les postes de conceptrice multimédia, conseillère en technologie éducative, coordonnatrice de la formation à distance pour le CCNB Campus de Dieppe, tout ça. Ensuite, le CCNB est devenu un collège. À ce moment-là, je suis devenue technopédagogue pour la formation à distance. Je suis en poste depuis 2007. Maintenant, je laisse la parole à Serge pour faire sa présentation. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Serge Babineau. J'ai été enseignant en développement web au CCNB Campus de Dieppe pendant 10 ans. Par la suite, j'ai pris une semi-retraite pour être à la maison avec mes enfants. Donc, j'ai fait ça pendant environ 7 ans. Ensuite, j'ai commencé par contrat en étant technopédagogue avec la formation à distance ici au campus de Dieppe. Puis, depuis l'an passé, je suis à temps plein comme technopédagogue, comme Lise, dans la même équipe. Merci Serge. Donc, le plan d'atelier, on va regarder à la clientèle de l'accessibilité, puis leurs limitations. Les règles, comment les rendre les divers médias accessibles, par exemple les images, les vidéos, les tableaux. On retrouve souvent des tableaux dans nos documents, comment les rendre accessibles. On va regarder à différents lecteurs d'écran, gratuits et payants. Puis finalement, à la fin de l'atelier, on va avoir des petites parties pratiques pour vous montrer comment traiter, comment adapter les documents numériques, Word, PowerPoint, PDF par exemple. Sans plus tarder,
on continue dans le contenu, dans la viande de l'atelier. Le contenu comme tel de l'atelier, justement, a été, on s'est basé sur un MOOC qui a été créé par l'équipe de la formation à distance du CCNB, justement pour rendre cette information-là disponible à tous. Ce MOOC-là a été développé avec la collaboration d'experts dans le domaine. Le MOOC n'est pas disponible tout de suite, mais devrait l'être au courant du mois d'avril. Donc, si vous voulez aller chercher d'autres informations à la suite de l'atelier d'aujourd'hui, vous pourrez aller vous rendre à l'adresse qui figure à l'écran tout de suite, vous inscrire au MOOC, puis vous aurez accès à toute l'information qu'on vous partage aujourd'hui et beaucoup plus. La définition de l'accessibilité web selon le Web Accessibility Initiative du World Wide Web Consortium, c'est que l'accessibilité du web signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web. Précisément, c'est l'accessibilité signifie que le web est conçu pour que ces personnes puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir de manière efficace avec le web, mais aussi créer du contenu et apporter leur contribution au web. Donc, on veut leur permettre d'être actifs sur le web comme tout le monde. On va regarder des statistiques sur la clientèle de l'accessibilité. Au Canada seulement, 7,2% de la population a des limitations motrices, donc des limitations au niveau de manipuler des objets. 3,9% de la population a des limitations cognitives, 3,2% a des limitations auditives, puis 2,8% a des limitations visuelles. Donc, on touche quand même un nombre important de personnes là, à ce niveau-là. Puis, si on regarde à l'impact du vieillissement sur la fréquence du handicap, malgré qu'il y a eu une croissance plus on avance dans l'âge, la fréquence du handicap se situe quand même sous le seuil de 10%, et ça jusqu'à l'âge de 44 ans. Donc, c'est plus à partir de 45 ans que ça se dégénère, si vous voulez, puisque la fréquence double à ce niveau-là, pour se situer près de 20% de la population. Pour finalement atteindre près de 35% de la population à partir de la tranche d'âge de 65 ans et plus. C'est donc dire que plus l'individu avance en âge, plus cet individu-là est susceptible de présenter des besoins particuliers d'adaptation pour accéder à l'information. On classe généralement les personnes handicapées selon 4 grandes catégories de limitations fonctionnelles. On retrouve les limitations visuelles, auditives, motrices et cognitives. On va regarder en premier lieu aux limitations visuelles. On considère comme limitation visuelle une acuité visuelle inférieure à 6 sur 21, une acuité visuelle égale ou inférieure à 6 sur 18 pour les personnes qui ont un problème de vision dégénérative, une déficience physique, comme par exemple motrice, auditive ou du langage, ou une déficience intellectuelle. On considère aussi une limitation visuelle, un champ visuel continu inférieur à 60 degrés. Donc, le champ visuel qui, pour certaines personnes, est beaucoup restreint. Différents moyens d'adaptation pour les limitations visuelles sont disponibles avec différents outils. Comme par exemple, le grossissement uniquement. Si par exemple, vous allez sur une page web, simplement avec le bouton clavier, la touche clavier sur votre clavier, puis avec la roue de souris, vous pouvez agrandir les textes qui se trouvent sur les pages web, puis aussi avec les applications qu'on trouve sur sur les appareils Microsoft et Mac. On a aussi évidemment le Zoom qui est intégré aux applications de Microsoft Office puis de macOS, comme par exemple lorsqu'on va dans Word ou même dans PowerPoint, on a l'option justement d'agrandir les textes directement à travers ces outils-là. On a la synthèse vocale. C'est des logiciels vraiment qui nous permettent de faire la synthèse vocale. Par exemple, on a JAWS, NVIDIA, VoiceOver qui nous vient de Apple. On a aussi l'audio-description, par exemple. On va voir souvent ça à la télé pour accompagner une vidéo. Puis on a des équipements de braille. Les principaux obstacles pour la limitation visuelle
c'est surtout le contraste des couleurs trop faible entre les textes et les couleurs de fond. Donc, l'exemple qu'on voit à l'écran tout de suite, là, le contraste est trop faible. C'est difficile pour certaines personnes de lire les textes qui se mêlent avec la couleur du fond d'écran. Donc, il faut faire attention à la couleur qu'on choisit pour nos textes pour s'assurer que, justement, le contraste est assez grand. La même chose pour les caractères trop petits ou sans élasticité. Encore là, certaines personnes vont avoir de la difficulté à lire ces textes-là. Donc, il faut toujours prendre conscience de tout ça lorsqu'on fournit des contenus. Maintenant, si on va aux limitations auditives, je vais vous avertir tout de suite. Moi, je traite la partie théorique. Là. Je vais peut-être aller un petit peu rapidement à travers ces informations-là, mais Serge va vous mettre dans la pratique un petit peu plus loin. Je ne vais pas vous endormir avant d'atteindre Serge. Là. On va continuer tout de suite avec le deuxième type de limitation, qui est les limitations auditives. Dans les limitations auditives, on en a deux types. On a la surdité à la naissance, qui inclut les personnes sourdes signantes, c'est-à-dire les personnes qui utilisent la langue des signes comme langue maternelle. Puis on a aussi les personnes sourdes oralistes, qui utiliseront principalement, eux, le langage oral en s'appuyant sur la lecture labiale, c'est-à-dire la lecture à travers la parole. La lecture de la parole à travers les lectures de Serge. Ouais, tu veux lire les lèvres, ça. Lire les lèvres, lire la parole à travers les lèvres, oui. Puis le deuxième type de limitation, c'est la limitation auditive acquise, qui inclut les personnes qui sont devenues malentendantes. Puis les limitations les limitations sont considérées légères ou modérées. Les autres auront probablement recours au langage oral puis à la lecture labiale. Puis ensuite, on a les personnes qui sont devenues sourdes, contrairement à simplement malentendantes. Puis eux, les limitations sont considérées sévères, puis auront principalement recours au langage oral, à la lecture labiale, mais il y en a certains d'eux qui vont apprendre aussi le langage des signes. Je suis en train de lire le chat pour sûr que j'oublie rien. Comme pour les limitations visuelles, on retrouve différents moyens d'adaptation pour ceux qui ont ce type de limitation auditive-là. Par exemple, on a les prothèses auditives, la lecture labiale, que je mentionnais tantôt, la lecture des lèvres, le sous-titrage, ou en anglais, on appelle le closed captioning, les descripteurs, et puis le langage des signes, évidemment. Les principaux obstacles aux limitations auditives, on a la compréhension du langage écrit, surtout pour les personnes sourdes à la naissance, parce que pour eux, ça représente comme une langue seconde par rapport au langage des signes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Les clips audio ou vidéo qui ne proposent pas de sous-titres ou de transcription dans certains cas. La résolution des problèmes dans ces cas-là, présenter les informations clés en début de contenu. On va utiliser souvent la technique des journalistes qui vont dire qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, toutes ces questions-là dans les premiers paragraphes de leur article. De cette façon-là, l'individu va être capable d'aller chercher l'information essentielle, l'information clé, dès le début du contenu. On va favoriser les illustrations visuelles. On va offrir aussi des transcriptions en langue des signes. Ça, on voit souvent ça justement lorsqu'il y a des politiciens qui vont offrir une présentation à la télé. On va voir une petite personne en médaillon à côté qui va offrir justement la traduction ou la transcription en langue des signes. Pour ce qui est des vidéos, par exemple, on va offrir du sous-titrage ou carrément la transcription textuelle, c'est-à-dire un document qui inclut le texte au complet. Maintenant, si on passe aux limitations motrices, on a différents aussi, encore là, c'est la difficulté de manipuler des choses. Les moyens d'adaptation, on va retrouver les claviers adaptés. Dans les claviers adaptés, on peut avoir par exemple des claviers à une main, les claviers à l'écran. On a même les outils, par exemple, qu'on a sur nos téléphones intelligents qui permettent de prédire des mots. On a souvent justement des petites choses comiques qui arrivent avec le autocorrect, qu'on appelle, mais c'est quand même un outil qui peut être pratique pour les gens qui ont des limitations motrices.
Pour ce qui est de la souris, on a la souris adaptée aussi. On a des types des souris de type trackball, comme celle qu'on voit à l'écran avec la roue sur le côté. On a aussi les souris de type joystick ou de type manche à balai. Donc, c'est vraiment beaucoup plus un manche qu'on manipule. Ensuite, on a ceux actionnés par la bouche et contrôlés par le souffle. Au niveau des moyens d'adaptation, c'est qu'on a deux grandes catégories de limitation cognitive. Donc, ça va jouer lorsqu'on vient à choisir les moyens d'adaptation. On a les états cliniques, vraiment qui sont les déficiences beaucoup plus sévères, comme par exemple les déficiences intellectuelles, syndrome de Down, l'autisme, les traumatismes crânio-cérébraux, la démence, etc. Toutes ces plus grandes maladies ou déficiences intellectuelles-là. On a aussi les limitations cognitives moins sévères, comme les troubles de l'attention, les troubles d'interprétation des stimuli visuels et auditifs, les troubles d'interprétation des indices non verbaux, puis les difficultés d'apprentissage en général. Ça inclut la dyslexie, la dysgraphie, la dyscalculie, c'est toutes les difficultés de lecture, à écrire, avec les chiffres et les calculs. Puis les principales catégories de ces conséquences-là, ça concerne tous les déficits au niveau de la mémoire, au niveau de la concentration, la compréhension, la résolution de problèmes, j'en oublie, le langage, le raisonnement. Donc, ça inclut tout ça là, au niveau des limitations cognitives. On va avoir des difficultés au niveau de la compréhension du langage écrit, par exemple. Ça, souvent, c'est causé par ces limitations-là. Si on regarde justement les moyens d'adaptation, on a la synthèse vocale avec le surlignement du texte. Ça va suivre souvent les clips vidéo, justement pour suivre le déroulement de la vidéo ou du clip sonore, pour que l'individu puisse suivre les textes qui sont fournis. Puis les principaux obstacles, justement, pour ces personnes-là, comme je mentionnais, c'est les difficultés de compréhension du langage écrit. Puis c'est généralement causé par des colonnes de texte trop larges, des tailles de police trop petites, des caractères présentés en italique, c'est beaucoup plus difficile à lire, un interligne trop serré des paragraphes trop longs, un vocabulaire trop riche, puis il y en a d'autres, là. On en nomme, mais il y en a toujours comme ça. C'est toujours des choses qu'il faut considérer lorsqu'on développe nos contenus. Une trop grande dextérité textuelle, qui veut dire généralement des textes présentés sans support visuel, sans iconographie, c'est juste du texte, il n'y a pas rien d'autre. Puis on a aussi des sources constantes de distraction, qui pourraient être des images en mouvement dans la page, des contenus animés qui attirent l'attention à côté. C'est tous des obstacles pour les gens ayant des limitations cognitives. Pour la résolution de problèmes, pour ces limitations-là, on va essayer d'illustrer les textes avec des images ou des vidéos. Évidemment, c'est des images ou des vidéos pertinentes au texte. On va utiliser des phrases courtes plutôt que de se baser sur des phrases longues, des paragraphes complets. On va utiliser des puces aussi plutôt que des paragraphes, des listes de puces ou de numérotation. On va éviter le mouvement, puis on va utiliser un interligne agrandi. Donc, par exemple, au lieu d'un interligne de 1, on va peut-être utiliser 1.5 ou 2 pour faciliter la lecture. Maintenant, je pense que la parole est à Serge, puis là, j'ai l'impression qu'il va vous faire travailler. C'est ça. Donc, Lise va chercher un café, moi, je vais continuer. Bonjour tout le monde. Donc, on va parler maintenant un petit peu plus pratique maintenant. On va parler des images et aussi des logiciels comme Word et PowerPoint. Donc, on va commencer par les images. Comment aux personnes, je parle surtout des personnes non-voyantes ou malvoyantes, donc ils ne peuvent pas voir les images, donc comment on peut les décrire? Donc, si c'est une image, donc il y a deux types d'images. Il y a une image qui peut être informative ou une image qui peut être décorative. Donc, si l'image est informative, donc elle émet un message, on doit absolument placer un texte de remplacement, si c'est une page web, dans l'attribut ALT, donc texte alternatif. Si c'est dans un document Word ou PowerPoint, il y a aussi un attribut à l'intérieur de ces logiciels-là qui nous permettent de placer un texte de remplacement. Parce que la personne ne peut pas voir l'image, on doit placer un texte qui va leur expliquer l'image qu'il y a à l'écran.
Pour ce texte de remplacement-là, le texte devrait être court, donc quelques phrases seulement, et on doit ne pas oublier la ponctuation aussi à la fin de la phrase. La raison est que les lecteurs d'écran qui vont aider ces personnes malvoyantes-là, lorsqu'ils vont lire le texte de remplacement, si on oublie la ponctuation à la fin, ils vont tout simplement lire la phrase et continuer par la suite le prochain paragraphe. Donc, on met le point pour donner une pause et là, on continue. Le texte aussi, si jamais il y a des images où on voit du texte sur l'image, ce texte-là doit être repris dans le texte de remplacement. Exemple, parfois là, dans les journaux, on va voir une image et un petit texte qui va apparaître pour expliquer l'image. On prend ce texte-là et on va le placer dans le texte de remplacement. Lorsqu'on a une série d'images, exemple un groupe d'images qui véhicule un seul message, je prends comme exemple, lorsqu'on va sur des magasins virtuels, exemple Amazon, lorsque je veux acheter un produit, je peux souvent voir les revues, donc qu'est-ce que la personne a donné comme sur 5 étoiles. Chaque étoile n'a pas besoin d'avoir un texte alternatif. On le place sur la première image et les autres seront tout simplement vides. Donc c'est très important, une image informative, on doit placer un texte alternatif qui décrit bien l'image pour la rendre accessible aux personnes malvoyantes. Si on parle d'une image décorative, on va tout simplement l'ignorer. On place la balise Alt vide. Exemple, justement de la présentation ici, on voit une puce ici qui a un triangle bleu, c'est une image, mais ce n'est pas une image informative, c'est tout simplement une décoration. Donc, je ne placerai pas de texte alternatif pour cette puce-là. D'autres types d'images informatives qui seraient importants aussi de donner comme un texte alternatif, ce sont les banques de photos. Donc, si je vais, nous autres, comme pédagogues, on va sur un site qui s'appelle Adobe Stock, où on peut trouver une banque de plein d'images, on peut puiser les images pour les placer dans nos projets. Ces photos-là, on devrait toujours placer un texte alternatif pour chacune des images. Lorsqu'on a une carousel d'images, exemple, je veux louer une chambre d'hôtel en quelque part. Je m'en vais sur leur site web et je peux voir les chambres. Donc, il y a souvent comme 4 images qui vont présenter la chambre. Je clique sur une image et ça m'apparaît comme une galerie. Ces photos-là, on devrait placer un texte alternatif pour chacune des images. En plus, si jamais il y a, exemple, 4 images, parce que c'est une galerie, je pourrais placer image 1 de 4 et dans la description. Image 2 de 4, une description, ainsi de suite. Les icônes de navigation, excusez-moi. Donc ici, j'ai des images en bas de mon Adobe Connect qui sont des flèches pour continuer la présentation PowerPoint. Ces icônes-là devraient avoir un texte aussi alternatif pour les personnes malvoyantes, pour que le lecteur d'écran puisse les lire et les aider à naviguer dans le site. On peut rencontrer parfois des images très complexes. Exemple, un diagramme ici qu'on peut voir plusieurs lignes. Il y a beaucoup d'informations de cette image-là. Comment on fait pour la décrire? Il y a différentes façons. Le texte alternatif dans le HTML, le ALT, est trop petit. Il n'y a pas assez de place pour placer cette information-là. Donc, on doit soit placer un paragraphe sous l'image qui va la décrire. Ça, c'est une option. Ou on peut créer une deuxième page et créer un lien sous l'image que la personne pourrait cliquer dessus et aller voir la description sur une autre page. Une autre option, le lecteur d'écran, lui, il va toujours commencer du haut et aller jusqu'en bas. On pourrait placer une description sous l'image en CSS, mais pour ceux qui connaissent le CSS, là, pour le HTML, mais on le cacherait à l'extérieur de l'écran. Donc ça, c'est une autre option. Donc on va créer un bloc, écrire un texte à l'intérieur et on va le pousser à l'extérieur de l'écran. Donc la personne qui va naviguer sur le site ne va pas voir ce texte-là, mais le lecteur d'écran, lui, lorsqu'il va rencontrer ce bloc de texte-là, il va le lire pour la personne malvoyante. Donc ça, c'est une autre option pour des images très complexes.
Même chose pour les diagrammes, des schémas, ainsi de suite, des organigrammes. On pourrait les décrire dans un paragraphe à l'extérieur de la page. Donc, je vous montre ici un exemple. On voit les membres d'un conseil d'administration. Donc, on voit chaque membre et un petit texte à côté pour décrire leur rôle et leur donner leur nom. Donc, selon vous, est-ce qu'on regarde ici à des images informatives ou décoratives? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, ou même dans le chat si vous voulez l'écrire. Je vais donner la réponse dans pas longtemps. Donc, si je continue, juste pour vous montrer. Ah! Informative, quelqu'un dit. Encore informative, dans la majorité dit que c'est informative. En effet, ça dépend du contexte, bien sûr, mais les deux sont possibles. Parce que le nom de la personne se trouve à côté de l'image, on pourrait omettre le texte alternatif, parce que le nom de la personne est déjà là. Mais si vous n'êtes pas certain, comme c'est une information quand même, on peut écrire photo de et le nom de la personne. Serge, il y a un commentaire dans le chat à ce sujet-là de Marcel Parr. Informatif, oui, mais est-ce que les photos, on peut considérer ça comme décoratif? Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, si j'enlève la photo, le message va quand même passer. On sait de qui on parle. On peut connaître les membres du conseil d'administration sans les photos, dans ce cas-ci. Donc, oui, mais il faut être constant. Donc, tout autour de mon site, si je ne place pas de texte alternatif pour les photos des personnes du conseil ou dans le site pour d'autres membres, je ne le place pas nulle part. Mais si je décide de le placer, je dois le placer partout. Okay? Donc, dans ce cas ici, les deux peuvent se faire. On peut soit omettre le texte alternatif parce que le nom de la personne est là et son rôle, ou on peut l'ajouter. On placerait tout simplement photo de et le nom de la personne. Parfait, merci. Un deuxième, oh boy. Donc, j'ai un plan ici du métro de Montréal. Est-ce que c'est une image informative ou décorative? Donc, je vois que c'est informative. Donc, la plupart disent que c'est informative. Ça va dépendre du contexte encore une fois. Si jamais que l'image est placée, supposons qu'une nouvelle est sortie du métro de Montréal, ça veut juste en parler et on place une image du métro, du plan du métro. Dans ce cas-là, on peut peut-être le laisser vide parce que le plan n'est pas vraiment avec l'histoire. Mais si on parle vraiment du plan du métro, on pourrait placer un texte alternatif qui dirait « Voici le plan du métro de Montréal ». Okay? Mais si on parle tout simplement du métro de Montréal et on place cette image ici, elle pourrait être considérée comme décorative. Parce que même si je l'enlèverais, le texte comme tel, la personne qui est malvoyante, qui va l'écouter, pourrait quand même comprendre le message qui est émis par la personne. Donc ici, on voit tout simplement l'image, mais si on la verrait dans un contexte, on pourrait vraiment dire c'est décoratif ou informatif. Okay? Si vous n'êtes pas certain, la meilleure pratique, c'est toujours placer un texte alternatif. Okay? J'ai un diagramme ici. Je devrais placer un texte alternatif pour celui-ci parce que c'est de l'information, mais comment je pourrais écrire ce texte? Parce qu'il y a beaucoup d'informations, je dois résumer l'image. Donc, quelqu'un pourrait me donner un exemple de qu'est-ce que je pourrais écrire en texte alternatif. Je vois que quelqu'un écrit, je vais attendre. Nommer le type de diagramme ou les tendances. Oui, on pourrait nommer le type de diagramme ou les tendances. Oh, je comprends, oui. Dans ce cas ici, on voit que la ligne bleue représente les personnes les plus riches. La ligne verte représente les personnes les plus pauvres. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vois quelqu'un écrit, donc je vais attendre.
Donc, c'est quoi le message qu'on veut dire avec ce diagramme? C'est pas toujours évident. Non. C'est vraiment comment on l'explique. Ah, 2 lignes décrivent le taux de richesse et de pauvreté. Les personnes les plus riches ont une espérance de vie plus élevée. Très bien, c'est exactement, oui, c'est vraiment bien. Donc, en regardant, donc quelqu'un qui ne voit pas l'image et qui lirait cette description-là pourrait s'imaginer qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Corrélation entre la richesse, la pauvreté et la naissance, absolument. Donc, on voit en bas que c'est la naissance jusqu'à l'espérance de vie, donc les différents stades de la vie. Donc, si je regarde, donc un autre exemple, c'est l'écart est grandissant entre les plus riches et les plus pauvres dans les différentes étapes de vie de la naissance jusqu'à l'espérance de vie. Donc, vous voyez, le texte est quand même assez court. Et ceux qui m'ont donné des suggestions, c'était un très bon exemple, c'était un texte court. Il ne faut pas oublier la ponctuation, bien sûr, à la fin, le point ici. Finalement, j'en ai une autre, c'est pour comment décrire cette image ici. Donc, on voit que c'est une réunion. Est-ce que c'est une image décorative? Ben non, on va dire que c'est une image informative, mais qu'est-ce que je devrais placer? Ah, oui, Collège Boréal, absolument. Le graphique précédent, un graphique qui démontre que les plus riches ont un meilleur rendement socio-économique que les pauvres. Très bonne description, oui. Donc, pour l'image qu'on voit ici à l'écran, je l'ai mentionné rapidement. Oui, on assiste à une rencontre entre 7 personnes du CSS Jeannemort sur les maladies chroniques. Ah! Très bien, André. Reprendre le texte incrusté dans l'image. Exactement. Ici, j'avais mentionné tantôt, lorsqu'on voit du texte sur une image, on doit de nouveau le placer dans le alt, dans le texte de description. Donc, exactement, on prendrait de nouveau le texte qu'on voit en bas ici et on l'utiliserait comme texte alternatif. Donc, comme j'ai dit, la légende se trouve dans l'image. Donc, ici, on voit le texte, on devrait l'utiliser. Juste un note aussi pour les images. Vous savez, les formulaires, lorsque vous allez remplir des formulaires sur des sites web, de plus en plus, on va avoir ce qu'on appelle le CAPTCHA. Donc, c'est pour prouver qu'on n'est pas un robot. Donc, vous allez remplir le formulaire et souvent, c'est en dernier lieu, il va présenter, exemple, 9 images. Et vous devez choisir parmi les 9 images ceux qui correspondent à la question qui est posée. Donc, parfois, c'est clique sur les images qui correspondent à un signe d'arrêt. Et là, ça ne marche pas, donc au prochain, puis au prochain, on continue. Comment est-ce qu'on fait pour décrire ces images-là? Ces images-là, les captures, souvent, elles vont avoir une alternative audio. Donc, la personne peut écouter un texte. Donc, il faut toujours donner une alternative. Donc, dans ce cas-là, eux autres vont avoir une alternative sur audio ou textuel. Okay? Lorsqu'on parle de vidéo, donc, les personnes qui ont des limitations visuelles pour les vidéos, il y a 2 solutions qu'on peut utiliser. Lise en a parlé tantôt pour la transcription textuelle. Juste un exemple, YouTube nous donne l'option de prendre un document et le placer dans le vidéo qu'on va placer sur YouTube. Donc, la personne qui a des problèmes visuels peut aller télécharger la transcription du vidéo. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une transcription textuelle, c'est un document qui présente une description des contenus visuels et sonores d'un média. C'est un petit peu comme le script d'une vidéo. Donc, on va voir le nom de la personne et on va voir le texte qu'il va lire. On va voir une petite description de la scène. Si jamais on entend des sons, ils vont être décrits aussi. Donc, ça, c'est une des solutions. L'autre solution serait une audio-description. Donc, c'est une narration qui est ajoutée à une piste sonore. Donc, ce n'est pas les paroles que la personne va dire, comme le sous-titrage. C'est plutôt une personne qui décrit la scène.
Puis, il va la décrire lorsqu'il y a des pauses dans le dialogue. Donc, il ne va pas parler par-dessus le dialogue parce que là, la personne ne peut pas faire attention vraiment aux vidéos. Donc, lorsque la personne va arrêter de parler, une description va être là pour décrire la scène. Exemple, si je prends un exemple, OK, donc je vais prendre Lise comme exemple. Il y a une vidéo qui joue et on voit Lise qui marche sur un trottoir de la ville. Donc, on entendait comme description, nous voyons une jeune dame qui marche sur un trottoir dans une ville. Elle entre dans un café, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça le texte qu'on entendrait. J'ai un exemple, je ne sais pas si ça va marcher dans Adobe Connect. Je vais cliquer et voir si ça va marcher. Et non, ça l'ouvre à l'externe, excusez. Donc, je vais le fermer. Mais vous allez recevoir la présentation pour ceux qui la demandent. Et c'est un exemple d'une vidéo qui a une audio description. Pour ceux qui ont des limitations auditives, donc ils n'entendent pas bien, deux des solutions pour la vidéo, ce serait les sous-titres, comme qu'on voit dans l'image en bas ici. On n'a pas besoin d'avoir de limitations auditives non plus. Parfois, il y a beaucoup de bruit dans la pièce et on va placer les sous-titres, donc c'est quand même un bon outil pour tout le monde. Mais c'est vraiment le dialogue qu'on entend et parfois, il va même avoir des informations supplémentaires comme les bruits, des choses comme ça qu'on entendrait. Une autre solution serait, comme que Lise avait mentionné, les médaillons en langue de signes. Souvent, ils vont apparaître en petits carrés en bas de la vidéo. Et puis, ça va être une personne qui fait vraiment le langage des signes pour les personnes qui ont des problèmes auditifs. Pour le sous-titrage, il suffit que je le vois ici, là, des bonnes pratiques pour le sous-titrage, pour ceux qui vont en placer sur la vidéo. Là. Ici, ils l'ont placé directement sur la scène. Une bonne pratique, si possible, ça serait de placer même plus bas et le placer à l'extérieur de la vidéo. Donc, parfois, on a les barres noires en haut et en bas, là. Donc, c'est un bon endroit pour placer ces sous-titres-là. Mais sinon, on peut les placer directement sur la scène, si on n'a pas de choix. Ce serait en bas de l'écran aussi qu'on devrait les placer, parce que c'est ça la norme. On les place en bas de l'écran, non en haut ou sur les côtés, donc c'est en bas. Puis, on doit utiliser une police sans empattement, donc sans sérif. Parce que les petites pattes, ça peut causer des problèmes pour la lecture. Et bien sûr, un bon contraste et une bonne taille de police. Serge, j'aimerais qu'Alain a posé le lien vers la vidéo que tu as mentionné tantôt là, dans le chat. Ah, parfait. Donc, si quelqu'un veut surveiller, juste un indice, c'est Frozen. Donc, si vous voulez surveiller, revenez ici, s'il vous plaît. OK, moi, je vais continuer quand même, là, mais je sais que Frozen est intéressant. Mais... pour les lecteurs d'écran, Lise en a mentionné tantôt, donc il y a différents qui existent sur le marché. Le plus important est, lui qui prend la plus grande part du marché, donc au moins 80%, c'est JAWS. Lui, il coûte, puis il est assez dispendieux aussi, mais c'est lui qui travaille le mieux pour la plupart des logiciels et des applications que les personnes vont utiliser. Donc, une personne, souvent en éducation, je pense même au collège et tout même, c'est JAWS qu'ils vont utiliser pour les personnes malvoyantes. Un autre qui existe, c'est NVDA. Lui est gratuit. C'est lui que moi-même j'utilisais pour faire pratiquer dans mes applications ici. Il marche très bien aussi. Il va très bien lire le texte. Donc, c'est on dirait le deuxième choix. Il y en a aussi qui sont automatiquement avec vos appareils. Exemple, VoiceOver sur le Mac, pas seulement sur les ordinateurs, mais aussi sur les iPads et iPhones, on retrouve VoiceOver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des applications mobiles aussi. Donc, VoiceOver pour l'iPad et iPhone, c'est des gestes qu'ils vont faire avec leurs doigts. Donc, ils vont cliquer avec 2 doigts et ça va faire un geste. 3 doigts va faire un autre geste, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des habitudes à apprendre pour les gestes. Maintenant, la plupart de nous, on travaille beaucoup avec Word et PowerPoint pour faire des présentations, Word pour faire nos documents. Il y a certaines règles qu'on devrait suivre pour que ça rencontre les normes d'un lecteur d'écran.
Donc, lorsqu'un lecteur d'écran va lire un document, lui cherche pour certains éléments. Un de ces éléments-là, c'est les titres. Vous savez, dans Word et dans PowerPoint, on peut créer nos propres titres. Donc, la plupart de nous autres, lorsqu'on va créer des documents, malheureusement, on le fait mal. On va tout simplement souligner le texte, le grossir, le mettre en gras, changer la couleur peut-être. C'est pas la bonne façon de faire, malheureusement, pour les personnes, pour rendre le document accessible. On doit absolument utiliser les titres qui se trouvent dans Word et PowerPoint. Ces titres-là vont indiquer au lecteur d'écran qu'on est dans le titre d'un document ou un sous-titre d'un document. Okay? Donc, ça permet à la personne de mieux suivre le document. Parce que la personne malvoyante qui va utiliser, exemple, JAWS ou NVDA, lui va naviguer à partir de son clavier. Donc, il y a la touche H qui veut dire header en anglais, donc c'est les titres. Donc, pour naviguer d'un titre à l'autre, lui va tout simplement appuyer sur H. Donc, ça va l'emporter d'une section à l'autre du document. Si on n'a pas utilisé les titres, malheureusement, ça ne va pas marcher. Donc, une personne qui veut naviguer va avoir plus de difficultés. Donc, c'est très important d'utiliser les titres. Bien sûr, ces titres, ce n'est pas un cours de Word aujourd'hui, mais les titres ici peuvent être personnalisés. Donc, vous pouvez changer la couleur, les polices, ainsi de suite. Vous juste faire un petit peu de recherche et vous pouvez voir comment personnaliser les titres. Mais c'est très important d'utiliser les titres dans Word et PowerPoint pour permettre les lecteurs d'écran de bien comprendre le document. Les listes aussi. Lorsque vous voulez structurer votre document et créer des listes, c'est très important d'utiliser les boutons appropriés pour créer vos listes, soit des listes numérotées ou à puce. Parce que lorsque le lecteur d'écran va rencontrer une liste, il va dire « je suis rendu à une liste ». Cette liste contient 6 éléments. Et ensuite, il va commencer à les lire un après l'autre. Si vous avez tout simplement fait une liste et vous avez fait juste des tirets sur votre clavier, ça va marcher. Donc, lui va tout simplement voir les tirets, il va dire « tiret » et là, lire le texte. Donc, la personne ne va pas savoir combien d'éléments il y a de la liste. Donc, c'est très important d'utiliser justement les boutons ici pour créer des listes. Je pense que la plupart de nous autres, on les utilise, là, mais si jamais ce n'est pas la pratique que vous avez, c'est ça. Et comme vous voyez, les choses que je vous montre ici, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Là. Utilisez les boutons ici et puis créer des titres. Donc, vos documents que vous avez, pour les rendre accessibles, ce n'est pas sorcier. Là. On ne demande pas de tout changer vos choses. C'est tout simplement ajuster des petites choses. Les passages d'une autre langue. Le lecteur d'écran, bien sûr, lui, va lire le texte qu'il voit à l'écran. Si votre texte est en français, mais que dans Word, vous ne l'avez pas défini comme étant une langue française, le lecteur d'écran va avoir de la difficulté à le lire. Donc, vous savez, souvent, lorsque vous avez commencé à écrire votre texte dans Word, si vous commencez à voir tous des soulignements rouges que ça rencontre des erreurs, c'est peut-être que votre langue est en anglais, donc il essaie de lire. Donc, la correction tente de se faire. Mais assurez-vous d'être de la langue de votre texte. Aussi, parfois, dans votre texte, vous allez placer des mots d'une autre langue, vous devez le spécifier. Exemple, j'ai placé ici une phrase, elle a terminé sa conférence en disant « Thank you very much ». Ce texte ici est en anglais, bien sûr, donc je dois le souligner dans Word ou PowerPoint, dépendamment de quelle application que je suis. Je le souligne et je dois le définir. Donc, je dois dire, ce texte ici est en anglais. Ou si c'est un texte en espagnol ou un n'importe quoi, vous devez le dire. Lorsque le lecteur d'écran va arriver à ce texte-là, il va changer le moteur de synthèse et le lire en anglais. Si je le laisse en français, il va tenter de le lire en français, puis ça ne va pas marcher là. Tant you so much, ça ne marche pas là. Donc il faut l'écrire, il faut le définir comme étant anglais et il va bien le lire. Ah, nos images, nos fameuses images. Dans Word et PowerPoint, on peut aussi les définir, donc je veux dire les ajouter à un texte de remplacement. Il suffit tout simplement de faire un bouton droit sur l'image et aller dans les propriétés. Un onglet va apparaître ici, une petite fenêtre, et vous avez un endroit que vous pouvez placer un texte de remplacement. C'est les mêmes règles comme les règles que je vous ai montrées tantôt. Si c'est une image décorative, vous pouvez l'ignorer, mais si c'est une image qui explique un concept,
donnez-lui un texte de remplacement. Exemple, dans ma présentation tout de suite de PowerPoint, l'image que je vois ici, ça serait une image informative, parce que je suis en fait montré comment faire. Donc, je devais donner un texte de remplacement à cette image ici. Avant d'aller le document PDF, on a parlé tantôt, Lise a mentionné pour les tableaux. Des tableaux dans Word, certaines choses qu'on devrait éviter lorsqu'on crée des documents Word et qu'on insère des tableaux. L'élément qu'il faut se rappeler, c'est le fusionnement des cellules. Lorsqu'on fusionne des cellules, ça cause des problèmes au lecteur d'écran. Lorsqu'on rencontre un tableau dans Word, le lecteur d'écran va dire, voici un tableau, il y a X nombre de colonnes, X nombre de rangées, et il va commencer à dire, cellule 1, rangée 1, voici le texte. Cellule 2, rangée 2, colonne 2, rangée 2, voici le texte. Et il va toujours dire quelle rangée et quelle colonne qu'on est dedans. Si on commence à fusionner des cellules ensemble, ça va causer des problèmes. La personne va commencer à être un petit peu mélangée dans le tableau. Donc, il faut éviter de fusionner des cellules si possible. OK? Je vais juste reculer un peu là, pour montrer un des tableaux qu'on avait sur... je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. Ah, celui-ci. Donc ici, j'ai un tableau. Si je l'avais fait dans Word, supposons que le total des incapacités en pourcentage serait 4,4 pour cette rangée-ci, 4,4 pour cette rangée-ci aussi. Au lieu de fusionner les deux pour dire c'est la même information, donc je vais fusionner les cellules, je répéterai tout simplement la même information de les deux cellules. Donc je laisserai 2 colonnes, 4 rangées. Au lieu de fusionner les deux cellules ici, vous dire 4,4, 4,4, je le répéterai tout simplement. OK? Je sais parfois, malheureusement, qu'on a des tableaux assez complexes et qu'on doit, mais si possible, je veux dire, si on veut rendre notre document accessible, il faudrait éviter le fusionnement. J'ai vu une autre petite chose là, juste pour revenir à mes listes. Juste un petit à côté pour les listes là. Souvent, on va placer des listes et faire une puce, une sous-puce, faire une liste à l'intérieur d'une liste, à l'intérieur d'une liste là. Éviter d'aller plus que 2 niveaux. Parfois, on va 3, 4 niveaux. Ça devient fatigant pour un lecteur d'écran. Donc, il va dire, voici une liste. Si il y a une sous-liste, c'est correct. Il va dire, voici une sous-liste. Mais si il y a seulement un 3e niveau, 4e niveau et plus, ça devient très fatigant pour une personne qui lit la liste. Donc, 2 niveaux, c'est maximum. Je pense que la plupart de nous, lorsqu'on veut envoyer un document à quelqu'un, si on n'est pas certain si cette personne a le logiciel Word ou PowerPoint ou Excel, on va souvent sauvegarder le document en format PDF et le renvoyer. Malheureusement, le document PDF n'est pas un format universellement accessible et cause beaucoup de problèmes pour les lecteurs d'écran. C'est juste comme ça que c'est. Mais si vous avez bien suivi les règles, comme que je vous ai montré ici, là, vous avez placé vos titres, vous avez bien fait vos listes, chaque image que vous avez placée, vous avez mis un texte de remplacement, vous avez fait ça dans Word et ensuite vous le sauvegardez en PDF, c'est déjà mieux. Okay? Au moins, c'est moyennement accessible parce que là, il va comprendre. OK, je rencontre une image, il peut lire le texte de remplacement. Mais si vous avez tout simplement écrit un document Word et vous l'envoyez en PDF sans avoir fait les changements pour l'accessibilité, ça ne va pas marcher. OK? Pour rendre un PDF entièrement accessible, c'est vraiment une tâche assez longue et fastidieuse, comme qu'on voit. Donc, il faut faire attention.
Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez l'envoyer tout simplement en document en format Word et la personne pourrait le lire. OK. Et là, j'ai pensé à quelque chose, là, je viens juste de l'oublier. Pour Excel, je veux juste parler un peu de Excel. Si vous placez des images, encore une fois, c'est des textes de remplacement. Ici, c'est important d'utiliser, dans chaque cellule, il va le lire par colonne et rangée. Encore une fois, c'est le fusionnement des cellules qui peut causer des problèmes. Donc, il faudrait éviter de fusionner des cellules. Okay? C'est la seule chose vraiment je veux dire pour Excel. Donc, c'est le fusionnement des cellules qui peut causer des problèmes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Avant d'aller trop loin, là. Bon. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Si vous désirez, oui? Si vous désirez, vous pouvez également prendre la parole directement en faisant un carré 6 sur votre clavier téléphonique si vous voulez parler. Sinon, utilisez bien entendu le clavardage. Il ne semble pas y avoir de commentaires. À part intéressant, merci. Clair et net. Un gros merci, Serge. Ah, il y a une question de la part de Mme Parr. Qu'entendez-vous par caractère sans élasticité? Sans élasticité, ce sont des caractères qui sont plutôt collés. On peut, dans Word et dans d'autres applications, on peut définir l'espace qu'on retrouve en chaque lettre. C'est ça qu'on veut dire par l'élasticité. Donc, c'est l'espace qu'on retrouve en chaque caractère dans un mot. Il ne semble pas y avoir d'autres suggestions, commentaires ou questions. Alors, on continue. Un gros merci. De mon côté, juste vérifier quelque chose là. Pour Word et PowerPoint, en passant. Lorsqu'on place des commentaires, parfois, là, on fait une révision de document et on place des commentaires. Les autres sont accessibles en passant. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous placez vos commentaires, ils sont entièrement accessibles. Des notes de bas de page aussi. Lorsqu'on fait une référence à quelque chose, on va placer la source comme note de bas de page. C'est totalement accessible. Quelque chose qui n'est pas accessible, par contre, c'est les en-têtes et pieds de page. OK? Donc, on peut quand même les placer. Souvent, c'est juste de l'information supplémentaire qu'on retrouve à l'intérieur. Puis, si une personne qui est malvoyante soupçonne qu'elle n'a, il va aller vérifier. Mais, autre que ça, juste pour vous mettez pas d'informations trop importantes de les en-têtes et pieds de page parce qu'ils ne sont pas accessibles. Et le lecteur d'écran ne va pas les lire. Serge, peut-être que tu peux mentionner la façon de faire la vérification de l'accessibilité dans les outils comme Word, PowerPoint. Je pense qu'on a une section là où on peut cliquer et ça va faire la vérification. Absolument. Oui. Tous les problèmes. On peut vérifier si notre document est devenu accessible. Donc, on a suivi certaines règles. On a placé nos titres, on a fait nos listes à puces, on a placé nos textes alternatifs sur les images. Lorsqu'on va faire la sauvegarde de notre document, on va faire fichier sauvegarder. Il y a une option qui veut dire vérifier l'accessibilité. Sur le Mac, par contre, c'est un bouton dans les outils en haut. Mais il y a un bouton effectivement qui peut vérifier si notre document est accessible. Okay? Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser. Juste pour vous dire aussi, il y a 3 niveaux d'accessibilité. Okay? Donc, il faut décider quel niveau d'accessibilité qu'on veut rencontrer. Est-ce qu'on veut le niveau A, double A et triple A? Niveau A, c'est le minimum. Okay? Donc, on a suivi certaines règles et notre document est assez accessible. Niveau 3, bien sûr, c'est l'utilisation hors là, de notre document accessible. Donc, on a suivi vraiment à la lettre chaque règlement d'accessibilité et notre document rencontre toutes les règles d'accessibilité. Donc, parfois, si jamais vous voulez implanter une politique d'accessibilité à votre institution, il faut décider quel niveau qu'on veut nous rencontrer. Est-ce que c'est le niveau tout simplement A, double A ou triple A?
OK. Élise, as-tu autre chose à mentionner de ton côté? Non, justement, tu as parlé justement de la politique d'accessibilité. Nous autres au CCNB, on a justement mis en place une politique du CCNB. Elle n'est pas finalisée, mais elle est déjà en mode d'approbation, si vous voulez. Puis ça va de cette façon-là encourager les gens, le personnel du CCNB, puis les étudiants, d'appliquer justement ces règles d'accessibilité-là de façon plus automatique, là, étant donné qu'on va avoir une politique. Mais la politique, elle va être peut-être mise en place au courant de l'année, mais on s'entend que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Là. On va se donner une couple d'années là, pour se l'approprier et être capable de justement d'adapter nos documents au fur et à mesure qu'on avance, puis développer vraiment l'habitude de le faire. Là. Mais on ne fera pas ça dans un an. Là. On se dit, un bon 5 ans, il faut se dire qu'on est quand même assez confortable avec l'accessibilité web dans l'ensemble de nos documents qui sont partagés. Lise, c'est Alain. Lorsque le tout va être disponible chez vous, justement, ça va être accessible. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire circuler ça pour d'autres établissements qui seraient intéressés dans le futur? Je peux justement aller vérifier cette information-là et te la partager. Je ne suis pas certaine comment ça va fonctionner. Là. Au niveau des politiques, je ne sais pas si c'est des choses qui se partagent, mais je pourrais aller vérifier et te le confirmer. Si l'ouverture est là, je suis sûr qu'il va y avoir preneur en tout cas. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions à nous poser? Si c'était soit vraiment clair ou c'était soit... C'était vraiment clair. C'était vraiment très clair, en tout cas, c'est sûr et certain. Il y a quelques... Et voilà, un commentaire justement, très clair, merci. Comme Serge a mentionné, ça c'est vraiment juste un survol. Lorsque le MOOC sera rendu disponible, c'est là qu'est la vraie viande. Là. Là-dedans, il va y avoir beaucoup d'exemples, puis de vidéos, puis d'explications, comment s'y prendre pour adapter les documents et puis les rendre accessibles. On aurait pu parler pendant une semaine. Là. Il y a quand même beaucoup de choses, oui. Mais on a juste gratté un peu pour vous montrer quelques règles qu'on pourrait utiliser dans nos documents déjà pour les rendre un petit peu plus accessibles. Alors, s'il y a des suggestions, des commentaires, des questions, vous ne vous gênez absolument pas, utilisez le clavardage. Levez la main ou faites cœur et 6, que vous ayez une belle voix radiophonique ou pas, vous ne vous gênez absolument pas. On vous laisse encore du temps. Moi, de mon côté, je vais abuser du système et je vais mettre dans le clavardage 2 tables d'échange du REFAD qui sont en parallèle avec ce de quoi on a parlé aujourd'hui. Ça concerne les besoins particuliers en formation à distance et l'accessibilité web. Et pour les gens qui débutent un processus d'alphabétisation, francisation ou qui sont déjà en situation de handicap. Alors, pour les gens qui veulent avoir des documents suite à la formation, il y aura également ces références-là dans le clavardage. Alors, gênez-vous pas du tout. Commentaires, questions, suggestions, on a encore le temps sans aucun problème. On vous laisse le temps. Carré 6 ou le clavardage. J'aime le commentaire à Sonia Lapointe qui mentionne justement peu importe la limitation ou non. On a mentionné ça justement au début de l'atelier que les règles d'accessibilité ne s'appliquent pas seulement à ceux qui ont des limitations. On va se retrouver souvent dans des situations où on a besoin de grossir le texte. On a besoin de trouver une autre façon d'aller consulter le contenu. Serge l'a mentionné, des fois c'est trop bruyant dans une salle, on préférerait avoir les sous-titres. Donc ça va toucher beaucoup plus grande population, si vous voulez, que seulement les gens qui ont des limitations. Donc ça aide tout le monde en faisant ces petits ajustements-là. Comme vous l'avez souligné au début, c'est devenu essentiel. C'est pas compliqué. Il n'y a pas un établissement qui peut passer à côté de ça maintenant. Ça, il n'y a pas le choix du tout. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente formation, une excellente introduction de mon côté. En tout cas, on a certaines approches qui ont été faites, mais vous l'avez présenté de façon claire et précise. Un gros merci. Encore du temps pour vos commentaires, suggestions, questions? Alors, on a bien entendu des merci et des félicitations dans le clavardage. Sinon, ça mettrait fin à notre formation d'aujourd'hui. Un gros merci, Lise et Serge. Excellent atelier et généreux partage d'informations encore une fois. Je vous invite, ceux qui ont assisté à la formation avec nous, si vous voulez avoir le document de présentation, le lien vidéo, contactez le REFAD. Il y a également des liens qui ont circulé dans le clavardage. Ça me fait un plaisir d'expédier le tout aux gens qui en font la demande. On vous rappelle aussi, on vous invite à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Un atelier clair, net et précis, informatif et décoratif d'une certaine façon. Alors, un gros merci à Serge et Lise. Je vous laisse le mot de la fin.
Merci. Merci tout le monde pour votre participation. Puis merci Alain pour ton animation toujours très importante, vraiment dans des sessions comme celle-ci. J'ai bien apprécié justement que tu avais ajouté les liens. Là. Des fois, on oublie des petits éléments, là, puis ces petites parties-là aident beaucoup. Là. Merci beaucoup. Oui, un gros merci, Louis. C'est très bien. Un gros merci à tout le monde. Il y avait au moins une trentaine de participants aujourd'hui. Je fais suivre, comme je vous l'ai dit, Serge Élise, le document vidéo dès qu'il est disponible. On remercie également la femme de l'ombre, Lise Chauvineau du CEDAF, qui va nous concocter le lien. Un gros merci à tout le monde. Une bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Bonne journée.